Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneda. Au sommaire de cette édition, 3 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées lors d'un glissement de terrain survenu après des fortes pluies qui se sont abattues sur la commune Mabaï de la province Cibitoke. Cela s'est passé ce mercredi. Tenu ce jeudi d'un sommet des chefs d'État de l'UAC, la rencontre a eu lieu à Nairobi et parmi les points à l'ordre du jour figurait la question sécuritaire de la sous-région. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la réaction du professeur libéral Nibashira Kandi qui trouve insensées les explications données par le ministre de l'Éducation en rapport avec la note exigée pour entrer dans la faculté de médecine. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire où une jeune fille enceinte prénommée Gorette, âgée de 16 ans, a été tuée la nuit de ce mercredi à coups de poignard. Ce drame s'est passé au quartier Rusuguti, au chef-lieu de la province Ngozi. Selon nos sources à Ngozi, le suspect est un jeune homme âgé de 22 ans qui aurait enceinté la victime. Ce jeune garçon a été arrêté en zone Gagara dans la mairie de Bujumbura alors qu'il tentait de fuir. Il était prévu que le présumé coupable soit transféré à Ngozi ce jeudi même. Et puis en province Mwaro, un groupe de malfaiteurs non encore identifiés a mené une attaque la nuit de ce mardi au domicile d'un certain Terence Nganiye, résidant sur la colline Ruchunda de la commune Lusaka. Selon des informations recueillies sur place, ces malfaiteurs ont tué à coups de machette les vaches de ce citoyen et ont ensuite incendié l'étable avant de partir. La police de la localité confirme ces informations et précise que des suspects ont été appréhendés pour question d'enquête. Il est à signaler que cette attaque est la 5e perpétrée au domicile de ce citoyen. Domnaro Cap sur Cibitoke où 3 personnes ont perdu la vie et 15 autres blessés ce mercredi suite au glissement d'une montagne après une pluie qui s'est abattue sur la colline Mugungu de la commune Mabaï en province Cibitoke. Ces personnes préparaient le terrain dans la rivière Rugogo en vue d'y extraire des mines. Les détails avec Eloge Kwizera. Comme les Kediverkenze, des pluies diluviennes se sont abattues sur la zone Boutana de la commune Mabaï. Notre source dans cette zone indique qu'après ces pluies, il y a eu un éboulement du terrain qui a enseveli des personnes qui étaient en bas de cette montagne. La montagne a glissé alors qu'en bas il y avait des orpailleurs qui aménageaient le terrain où ils vont extraire de l'or dans la rivière Lugogo. 3 personnes sont mortes sur place et 15 autres blessées légèrement. Voulant savoir pourquoi des gens continuent à se lancer dans les activités d'orpaillage alors que c'est interdit, les habitants de la zone Boutahana ont indiqué que la pauvreté en est la cause, en plus du fait que l'administration est impliquée dans la violation de la loi. Le gouvernement burundais a interdit toute activité d'orpaillage. Il y a de ça plus d'1 an. Mais 1 ou 2 agents de l'IBM, en connivence avec le gouverneur, roulent la population en cachette en les permettant d'aller chercher de l'or verbalement. Après 2 jours, d'autres agents viennent les arrêter, les accusant de l'extraction illégale de l'or. Différentes opinions trouvent que le comportement du gouvernement est non adéquat vu que la population continue à périr dans les éboulements d'hôtels. 9 autres personnes avaient trouvé la mort également dans un éboulement d'hôtel, ce qui fait un total de 12 personnes mortes dans les mêmes circonstances dans une période de 2 semaines seulement. Merci à toi Eloge Kwizera. Et comme je vous le disais en titre, la situation sécuritaire dans la région et la coopération économique sont les principaux points qui auraient été débattus au sommet des chefs d'État de l'UAC d'aujourd'hui. Cette rencontre s'est tenue à Nairobi. Émile Nibassoumba.
C'est un mini-sommet qui réunit 5 sur 7 pays de l'East African Community. La présidence congolaise précise que la rencontre est consacrée à la paix et à la sécurité de la communauté de l'Afrique de l'Est. Selon les informations en possession de la RPA, le groupe armé ADF qui sème la terreur au Nord Kivu est un sujet incontournable dans les discussions. Il y a quelques jours, l'armée congolaise a montré un Burundais qui faisait partie de son mouvement rebelle et qui l'aurait rejoint en provenance du Burundi selon les FARDC. Un autre point à l'ordre du jour, c'est le M23. Le groupe armé s'est réactivé dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon le journal Actualité CD, c'est le M23 qui est d'ailleurs le principal point à l'ordre du jour de ce mini-sommet des chefs d'État. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir ce groupe armé, mais le Rwanda réfute ces accusations. Les 4 présidents qui participent à la rencontre, c'est notamment Félix Tshisekedi de la RDC, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Uhuru Kenyatta du Kenya et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Le Rwanda est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Le mini-sommet se tient à huis clos. Cité par Actualité CD, la présidence congolaise renseigne qu'aucun média et aucune presse présidentielle ne sont admis sur le site présidentiel du State House du Kenya. D'autres informations recueillies par la RPA, c'est que dans les débats peuvent également intervenir la question du partenariat commercial entre l'East African Community et l'Union européenne. En réclamant la levée des sanctions européennes à l'égard du Burundi, parmi les motivations, certains pays de la région auraient expliqué que cela faciliterait la mise en place de ce partenariat sans exclure aucun pays du bloc européen. Les explications du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique sur la note exigée pour les candidats à la faculté de médecine à l'Université du Burundi n'ont pas de fondement, car si les élèves sont évalués de la même manière, ils devraient être considérés équitablement. C'est en substance l'analyse de Libéran Nwachilakandi, professeur d'université. Pour lui, il n'y a aucune preuve qui puisse démontrer qu'un étudiant qui termine la faculté de médecine doit obligatoirement aller prester dans sa province natale. Suivez. L'explication du ministre pose plus de questions que plutôt d'apporter des réponses convaincantes. Je rappellerai que les lauréats des écoles d'excellence pour accéder à la faculté de médecine à l'Université du Burundi doivent avoir 73,11%, tandis que les élèves des autres écoles, il faut avoir 75,89%, pratiquement 76%. Donc une différence de 3 points pratiquement, ce qui est énorme. L'explication du ministre disant que c'est pour donner la chance à toutes les provinces dans un proche avenir d'avoir des médecins qui vont travailler dans les régions d'origine. Pourquoi? Parce que tout simplement, le choix de favoriser les lauréats des écoles d'excellence viole le principe de base en pédagogie. Le choix de privilégier des calculs politico-politiciens, d'ailleurs insensés, au détriment du respect de l'équité en matière d'évaluation et d'attribution des points et en conséquence des critères d'accès ou d'affectation à la faculté de médecine, c'est sidérant, c'est vraiment injuste, ça n'a aucun sens. Donc l'argument du ministre ne tient pas debout car aujourd'hui rien ne peut confirmer que les lauréats de médecine seront affectés dans leur province natale. D'ailleurs, le problème d'affectation des médecins dans les zones rurales se pose dans tous les pays du monde. Je citerai l'exemple de la France, la Belgique et bien d'autres. Donc il faut d'autres solutions, notamment des encouragements financiers, logements et autres, pour que justement les médecins puissent aller travailler dans la campagne. Selon le professeur Libéran Nwachilakandi, cette mesure ne vient que pour favoriser les enfants de hauts dignitaires au détriment de ceux issus des familles pauvres. Encore une fois, le professeur Libéran Nwachilakandi. Qui sont les élèves aujourd'hui qui fréquentent les écoles d'excellence? Quelle est l'origine sociale de ces élèves? Qui sont-ils? Qui sont les parents? Je m'interroge. Je pense que la réponse à cette question pourra éclairer le Burundais. Pour être direct, je pense que la majorité de ces élèves sont des enfants des dignitaires, c'est-à-dire des ministres, des parlementaires, des administrateurs communaux, des gouverneurs, des médecins, enfin des fonctionnaires de l'État, au détriment de la majorité de la population qui sont les enfants des pauvres, qui sont complètement démunis. Et ça, c'est vérifiable. Et d'ailleurs, c'est une double injustice dans la mesure où les écoles d'excellence ont
tous les moyens de l'État, des infrastructures, et les élèves logés dans les internats, ils ont accès à toutes les facilités, y compris le choix des enseignants, qui sont les meilleurs. Donc ces élèves sont doublement avantageux. Les conditions de travail, les conditions d'apprentissage sont les meilleures, naturellement, dans les écoles d'excellence. Et les autres écoles sont complètement démunies. Il manque de matériel, les enseignants ne sont pas souvent qualifiés, alors qu'à la fin, ils passent un seul examen d'entrée. Et maintenant, au niveau des critères d'admission aux différentes facultés de médecine, les conditions ne sont pas les mêmes. Les enfants des pauvres sont doublement sanctionnés. Donc, cette mesure devait être contestée et le ministre devait décider, en fonction des places disponibles, dire, voilà, le pourcentage d'accès aux facultés de médecine. Par exemple, l'élève qui a, disons, 70% aura accès à la faculté de médecine sans distinction ni des écoles d'excellence ou autres écoles. En page agriculture, les cultivateurs de la commune de Lugombo en province Cibitoke dénoncent l'attitude des agents de la société qui fabrique l'engrais chimique FOMI ainsi que celle des autorités locales qui sont complices des commerçants qui vendent cet engrais à des prix exorbitants. Cette spéculation est consécutive à la pénurie de cet engrais. Le point avec Eric Nyonzima. Ce cultivateur de la commune de Lugombo se lamente qu'il y a des commerçants qui font la spéculation et la fraude suite au manque criant de l'engrais chimique fabriqué par la société FOMI. Ce cultivateur précise que ces commerçants ont ajouté au prix officiel une somme de 20 500 francs à un sac de 25 kilos de l'engrais Totaz, une somme de 14 000 francs à un sac de 25 kilos de l'engrais Imbura et une somme de 57 000 a été ajoutée à un sac de 25 kilos de l'engrais iré importé de l'étrange. On achète l'engrais Imbura de FOMI à 29 000 francs et l'engrais Totahaza à 27 500 francs burundais. Mais actuellement, l'engrais Totahaza est vendu à 46 000 francs, l'engrais Imbura s'achète à 43 000 francs et un sac de 25 kilos de l'urée importé de l'étranger s'achète à 82 000 francs burundais. C'est au gouvernement de répondre à cette question car c'est impossible que l'engrais fabriqué dans le pays soit vendu frauduleusement. Ce cultivateur accuse les agents de la société FOMI d'être complices avec ces commerçants qui vendent à des prix exorbitants cet engrais chimique du fait qu'aucun commerçant n'est autorisé de vendre l'engrais excepté la société FOMI. Les commerçants savent très bien les magouilles qu'ils font en collaboration avec la société FOMI pour avoir une grande quantité de ces engrais chimiques, alors que la FOMI s'était engagée de stocker ce fumier dans les hangars pour les mettre à la disposition de chaque cultivateur afin que personne n'aille l'acheter chez les commerçants et que ces derniers ne sont pas autorisés de vendre ces engrais sauf la société FOMI. Mais c'est cette société FOMI qui est complice avec ces commerçants qui volent notre argent en augmentant le prix de ces produits. Nous avons toujours dénoncé cette fraude, alors nous ne pouvons pas dire que la société FOMI n'est pas au courant. Ces commerçants collaborent avec la FOMI pour nous voler. Selon toujours ces cultivateurs, ce commerce frauduleux se fait aussi et au vu des autorités locales car parmi ces commerçants qui vendent l'engrais FOMI à des prix énormes figurent certaines hautes autorités de la province de Cibitoke. Le gouvernement sait également comment ils nous volent notre argent. Je ne pourrais pas dire que ce qui se passe ici en commune Lugombo, l'administrateur ne le sait pas. Les autorités locales savent qu'à présent, tout l'engrais est déjà terminé. Mais ces autorités ferment les yeux sur les personnes qui stockent l'engrais chez elles. Les gens savent que la plupart de ceux qui vendent ces engrais sont parmi ces autorités locales. Ce cultivateur de la commune de Lugombo demande avec insistance au gouvernement du Burundi d'arrêter ce vol qui se commet aussi et au vu des autorités administratives et des agents de la société FOMI et que la vente de cet engrais fabriqué par FOMI s'effectue dans le respect des prix fixés par l'État. À propos de ces accusations contre les agents de la société FOMI, un des hauts cadres de cette société a répondu à la RPA que la société FOMI ne fait que remettre au gouvernement l'engrais fabriqué selon la demande sur terrain et que c'est le gouvernement qui se charge d'en distribuer aux cultivateurs. Selon lui, c'est au gouvernement de répondre à propos de ce problème soulevé par ces cultivateurs.
Merci à toi Eric Niyonzima. En page société, les habitants du centre et de l'est du Burundi se plaignent contre la régie des eaux qui tarde à leur donner des compteurs. Certains clients disent avoir fait la demande depuis 4 mois mais n'ont toujours pas été servis et demandent à la régie des eaux de régler ce problème. Plus de détails avec Elvis Neomongue. La régie des eaux au centre et à l'est du pays distribue de l'eau et de l'électricité aux habitants des provinces de Gitega, Karusi, Ruyigi et Chankuzo. Les habitants de ces provinces, il faut savoir que cette régie traîne dans l'octroi des compteurs à ceux qui en font la demande. Certains habitants de ces provinces, il faut savoir qu'ils ont payé depuis 4 mois pour avoir ces compteurs, mais ils n'ont pas encore été servis. D'autres avouent qu'ils sont allés chercher ces compteurs, mais à la régie des eaux, on refuse de prendre le même argent, alléguant qu'il n'y a plus de compteurs. Certains travailleurs de la régie des eaux au centre et à l'est du pays indiquent que ces compteurs manquaient beaucoup il y a d'ici 10 ans, mais que ce problème avait été résolu. Ils ajoutent que depuis une période d'une année, la carence de ces compteurs se fait sentir dans cette partie du pays. De surcroît, même ceux qui possèdent de vieux compteurs, il faut savoir qu'on leur avait promis de cash power, mais cette promesse n'a pas encore été honorée jusqu'à présent. Les clients de la régie des eaux demandent que ce problème soit résolu. Merci à toi Elvis Nyongungiri. Hors de nos frontières, des familles burundaises campent depuis un peu plus de 2 semaines devant les bureaux du représentant du gouvernement ougandais au camp de Nakivale. Elles sont demanderesses d'asile, mais le gouvernement ougandais semble ne pas être disposé à leur offrir cet asile. Dans l'entretemps, ces Burundais sont menacés par la faim et le froid. Le point avec Eloge Divin Remesh. Il s'agit de familles qui proviennent de plusieurs coins du Burundi. Certaines de ces familles viennent de passer à peu près 2 semaines dans le camp de Nakivale en Ouganda. Jusqu'à l'heure actuelle, elles indiquent n'avoir reçu aucune assistance, que ce soit en nourriture ou autre chose. D'habitude, les nouveaux demandeurs d'asile dans le camp de Nakivale sont accueillis dans le centre d'accueil dénommé Kukibati. Là-bas, ils reçoivent les premières assistances de la part du HCR. Ils quittent le lieu après un certain temps pour aller s'installer dans un endroit leur indiqué. Actuellement, ces demandeurs d'asile de nationalité burundaise ont opté de se rendre au bureau du représentant du gouvernement ougandais dans le camp de Nakivale afin de s'y installer. Pour cause, ils indiquent qu'ils ont constaté qu'il n'y avait pas de projet d'être accueillis dans ce centre d'accueil. Ces Burundais occupent alors un hangar sans mur et font face quotidiennement au froid et à la faim. Toute personne qui passe près de ce hangar est alertée par les pleurs des enfants qui sont soit affamés ou soit malades. Actuellement, certaines de ces familles survivent par la mendicité. Toutefois, certaines familles plus chanceuses ont pu avoir des bienfaiteurs qui les hébergent, ne serait-ce que pour se protéger du froid la nuit. La RPA n'a pas pu joindre le bureau du HCR en Ouganda. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce calvaire que vivent les Burundais demandeurs d'asile en Ouganda que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 21 avril 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.